des problèmes déjà existants dans l'évaluation de la recherche. Cette présentation, à laquelle vous allez assister dans quelques instants, propose d'analyser ces défaillances à travers plusieurs cas d'articles problématiques publiés durant la crise de ce Covid-19 et de présenter le travail collectif mené pour les détecter et les faire corriger ou retirer, puis d'ouvrir sur des pistes concrètes de réforme et sur le rôle croissant des détectives scientifiques dans la lutte contre la fraude. Notre invité, c'est Lonnie Besançon, maître de conférence en visualisation à l'université de Linköping. Comment on dit? Linköping, ouais. Linköping. C'est dur. Fellow 2023 et responsable local d'ASAP Bio, éditeur en chef de la revue scientifique Journal of Visualization and Interaction. Applause, ladies and gentlemen. Merci. Ok. Merci pour l'intro. Donc effectivement, je vais essayer de vous parler un petit peu moi, de ce qu'on a vu pendant la crise du Covid en termes de recherche et des choses qui ont été assez problématiques à ce niveau-là. Comme ça a été dit en introduction, je ne suis pas du tout dans le domaine, je ne sais pas si mes slides vont arriver à un moment, j'espère. Peut-être. Voilà. C'était le sujet de ma thèse, donc je crois que ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler. C'était comment regarder des données 3D pour des chercheurs de différents domaines. Donc ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Néanmoins, pendant que j'étais en thèse, je me suis intéressé un petit peu à des problèmes plus méthodologiques qui n'ont du coup rien à voir avec ces trucs-là que j'ai fait aussi pendant ma recherche quand j'étais en postdoc à Monash en Australie. Je me suis intéressé un peu à la méthode scientifique. Donc il y a plusieurs choses qui font bien dans ce qu'on fait dans la recherche. La recherche, ça a créé plein de choses qui aujourd'hui marchent très très bien. Mais malgré tout, il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Il y a des choses qu'on ne fait pas très bien, nous les scientifiques. Et donc, en tant que thésard, je me suis dit, moi j'ai envie de faire les choses bien, donc je vais regarder comment la méthode scientifique fonctionne, comment on peut l'améliorer, et essayer aussi peut-être de donner des conseils à des collègues qui font peut-être pas les choses très bien dans mon domaine. Juste pour qu'on soit tous au même niveau, pour essayer d'avoir une base commune. Quand vous faites des travaux de recherche, l'idée c'est de les publier dans des revues, des journaux scientifiques. Donc pour avoir un papier que vous soumettez à une revue scientifique, il faut d'abord avoir une question de recherche. Vous décidez de répondre en collectant par exemple des données, en faisant une expérience, etc. Vous écrivez votre article en expliquant quelle analyse vous avez faite, comment vous avez récupéré les données, etc. Vous envoyez l'article à une revue. La revue va faire plusieurs tours de ce qu'on appelle la peer review, la relecture par les pairs. Donc il faut revoir leurs commentaires, il faut changer l'article, etc. Voilà. Et à la fin, normalement, si tout se passe bien, l'article est accepté et l'article est formaté et publié dans la revue en ligne et donc aussi pour les vieilles revues parfois imprimées en échange de quelque chose comme 5000 balles. Donc les éditeurs de sciences ils font beaucoup de fric pour pas faire grand chose parce que vous avez fait le travail et d'autres chercheurs ont relu les articles gratuitement. C'est super. Enfin bref. Ça, c'est quand tout se passe bien. Malheureusement, tout se passe pas toujours bien. Il y a des cas où les choses évoluent un petit peu et les articles, une fois qu'ils ont été publiés, ils sont rétractés, parce qu'ils sont retirés de la littérature scientifique. Ou alors parfois, pendant qu'une enquête est en cours, il y a ce qu'on appelle sur l'article une expression of concerns, donc en gros un des doutes pour dire qu'une investigation est en cours pour vérifier que l'article est de bonne qualité. Bon, je vais vous parler un petit peu de comment on a fait pour trouver beaucoup de failles aujourd'hui, et puis un peu comme Clément a fait son talk juste avant, je vais vous parler de mon expérience perso, je trouve ça un peu plus parlant en général de faire ça. Donc comment je suis arrivé à faire ce truc-là, parce que je te rappelle au départ, c'était pas du tout mon sujet de recherche, ça n'est toujours pas vraiment, parce que je suis toujours pas officiellement payé pour faire ça, officiellement je le fais sur mon temps libre. Mais voilà, ça avait commencé avec le Covid, et puis avec cette ancienne plateforme géniale qui s'appelait Twitter, à l'époque où il y avait plein d'académies qui étaient dessus, avant qu'un certain Elon Musk en prenne le contrôle, et puis en fasse un peu n'importe quoi. Et donc la pandémie arrive, je suis sur Twitter, j'essaie de regarder ce qui se passe, que les chercheurs en disent, que les médecins en disent, et puis on voit des titres de journaux un peu partout, voilà, on parle de rétractation de gros articles, on parle d'un remède miracle qui va tous nous aider, on parle de morts de trottinettes qui sont plus importantes que les morts du Covid. C'est une citation de Marseille, je ne sais pas si vous êtes au courant de celle-ci, vers IHU, un truc comme ça. Enfin bref. Moi, ça m'intéresse un petit peu. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces articles problématiques-là qui sont publiés, qui sont quasiment rétractés? Est-ce que les articles sont de bonne qualité, etc. C'est des gens qui disent avoir une molécule miracle qui va tous nous sauver. Est-ce qu'ils font de la bonne recherche? Pas vraiment. J'en ai pris un là au hasard, publié par une équipe, encore une fois, au hasard de Marseille. Encore une fois, au hasard à l'IHU de Marseille. Encore une fois, au hasard avec Didier Raoult, le dernier auteur. Et là, vous voyez un truc problématique directement. Alors, je me pousse un peu de l'écran pour que vous le voyez. C'est ça. L'article il a été reçu le 3 avril 2001 par la revue scientifique. Il a été relu par les pairs et publié le 4 avril 2020. Donc c'est 24 heures quoi. Balèze. Fort. Franchement, après, on avait tous essayé, les scientifiques, de dire que pendant la pandémie, il fallait faire des efforts quand même. Il fallait essayer de faire plus vite que les traditionnels mois que ça prend. Enfin, 24 heures, impressionnant.
Un autre problème, c'est celui-là, c'est que le premier auteur, Philippe Cotret, il est aussi éditeur de la revue. En soi, c'est pas très grave, les éditeurs d'une revue peuvent publier dans leur propre revue, ça arrive. Mais bon, quand on combine les deux, on peut se demander à quel point ça a été sérieux le travail de relecture là quand même. Et donc, à l'époque, on est en avril 2020, moi, je me dis, je vais regarder un petit peu les travaux de cette équipe de l'IHU de Marseille. Et donc là, vous voyez, la colonne du milieu, c'est le temps de relecture par les pairs, en jours, je précise, c'est pas des mois, c'est pas des semaines, c'est des jours. Vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de 1. Ça choque un peu, et si vous voyez du rose, ça inclut aussi le temps de révision de l'article par les auteurs. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gros nombres quand même, il y a un 1,27, mais c'est un petit peu l'outlier ici. Et la colonne tout à droite, là derrière moi, c'est s'il y a eu des conflits d'intérêts éditoriaux, donc est-ce que les auteurs étaient aussi éditeurs de la revue. Donc on voit qu'il n'y en a aussi pas beaucoup de cellules qui sont vides là-dedans, ce qui peut être potentiellement problématique. Donc moi je prends un screenshot de ça, je le pose sur Twitter à 5h du matin pendant la pandémie, parce que comme tout le monde je dormais pas, je me trouvais que c'était plus intéressant d'être sur les réseaux sociaux et de regarder ce qui se passait. Et puis je me réveille 4 heures plus tard avec 650 notifications de gens qui me disent faudrait écrire à la revue, faut faire quelque chose, c'est pas normal. Ouais, c'est que l'éditeur en chef de la revue, c'est un des auteurs, du coup, donc il se passe quelque chose, on peut se lever tôt. Après les gens me disent faut écrire à la maison d'édition, Elsevier. C'est ceux qui nous demandent 5000 balles pour publier un article là, quand ils font aucun boulot. Bon, c'est pareil, encore une fois, là ils n'ont aucun truc à gagner là-dessus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas intérêt à retirer l'article, ça leur prend du temps, et ils vont rien gagner. Donc forcément, je vous le dis d'avance, ils n'ont rien fait. En tout cas, pas sur cet article-là. Enfin bref, des scientifiques qui me suivaient sur Twitter m'ont dit on pourrait peut-être automatiser tout ça, regarder un petit peu ce qui s'est passé en dehors de l'IHU de Marseille. Après tout, c'est une bonne idée de regarder ce qui se fait ailleurs. Il n'y a pas des problèmes que à l'IHU de Marseille. Donc c'est ce qu'on a fait dans l'article qu'on a publié un petit peu plus tard, en 2021. On a regardé entre autres ça. On regardait particulièrement les problèmes de manque de transparence dans la recherche. Donc on avait analysé à l'époque 12 000 articles Covid publiés pour trouver leur temps de review. Donc on a trouvé le temps de review, je crois, pour 8400, voilà. Et parmi ces 8400, on a fait ensuite des divisions pour trouver les articles qui avaient été publiés en moins de 24 heures, en 16 jours et en 20 jours, qui sont la moyenne et la médiane. Et donc on avait une liste comme ça, un tableur immonde d'URL, et pour chacun des articles, pour chacun des journaux qu'ils a publiés, il fallait vérifier chacun des noms des auteurs et chacun des noms des éditeurs pour voir s'il y avait un overlap. Alors ça c'est facile pour certains noms qui sont uniques, comme le mien qui est très bizarre. C'est beaucoup plus chiant quand c'est John, quelque chose avec un nom anglais derrière. Voilà. Il y en a plein des John Wilson. Donc ça c'est 5 jours de ma vie que je récupérerai jamais, c'était très très chiant à faire, mais bon, fallait le faire. Donc on l'a fait, on a pu récupérer les conflits d'intérêts éditoriaux, et en même temps, quand on a fait ça avec les co-auteurs, on a aussi essayé de classer les articles en est-ce que c'est des articles de recherche purs qui présentent des nouveaux résultats, ou est-ce que c'est plus des éditoriaux publiés par les éditeurs, c'est normal d'avoir des conflits d'intérêts éditoriaux, ou alors est-ce que ça va être aussi des lettres écrites à l'éditeur, ou ce genre de petites revues, etc. Mais on voulait nous surtout trouver les articles de recherche, 100% recherche, avec des nouveaux résultats, où là on se dit peut-être que ceux-là ne doivent pas être revus trop rapidement, et que s'il y a des conflits d'intérêts éditoriaux, il faut être sûr qu'ils soient bien gérés. Et donc voilà ce qu'on a trouvé, c'est là, on a trouvé plus de 200 articles de recherche avec des résultats nouveaux qui ont été relus par les pairs en 24 heures ou moins. Et parmi ceux-là, 31%, donc environ 70, avaient des conflits d'intérêts éditoriaux. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est de la fraude, on ne peut pas savoir parce que les rapports des relecteurs sur ces articles ne sont pas disponibles, donc on ne sait pas vraiment ce qui a été fait, mais ça fait se poser des questions. Et ça prouve aussi qu'il n'y a pas que l'IHU de Marseille qui est coupable, c'est pas mal pour l'image de la recherche française, pour une fois. On a plein d'autres problèmes dans le papier qu'on détaille, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est pas intéressant. Un petit peu d'interactivité. Qui connaît ce site web? S'il y a des scientifiques dans la salle, ce serait cool qu'ils lèvent la main pour dire qu'ils connaissent ce site web. Est-ce que quelqu'un connaît ce site web? Non? Personne? Un? Bon, bah voilà, un. C'est pas étonnant. Et quand je parle qu'à des scientifiques, il y en a aussi en général un ou deux seulement qui lèvent la main. Papier, c'est une plateforme pour la relecture par les pairs après publication. Moi, tout ce que je vous ai dit dans le processus pour publier un article, la relecture par les pairs, c'est fait avant qu'on publie l'article. Ça, c'est pour le faire après. Et donc c'est super parce que ça vous permet de voir, ils ont une extension Chrome, vous pouvez installer du coup sur votre navigateur, et quand vous ouvrez un article scientifique, ça vous dira s'il y a eu des commentaires sur cet article-là par des gens après sa publication. Alors les commentaires, ça peut être tout ou rien, ça peut être un super article, j'ai adoré, ou ça peut être ça a l'air de la fraude parce que. Donc il faut aller voir si vous utilisez un article dans vos recherches ou dans votre vie pour une raison X ou Y, puisque vous êtes curieux de quelque chose, peut-être que ça vaut le coup d'avoir ça installé pour voir ce qu'on dit est scientifique. Ce site web-là, Retraction Watch, peut-être un peu plus de gens qui vont me lever la main pour ça. Retraction Watch, non, encore. Bon, c'est dommage. Lisez-le si la fraude en recherche vous intéresse. Ça a été commencé par Adam Marcus et Ivan Ovansky. Et donc eux, ils publient au quotidien sur tous les problèmes qu'on a dans la science. Donc le plagiat, la fraude, les maisons d'édition qui font rien. Et l'objectif, c'est
de mettre un peu plus de lumière dessus pour que, on l'espère, un jour, les maisons d'édition fassent un peu plus leur boulot. Parce que quand même, on rappelle qu'on les paye beaucoup et qu'elles se font beaucoup de fric. Je vais vous donner quelques petits exemples d'articles qu'on a trouvés qui étaient problématiques. Alors, un qui avait été publié à l'époque dans Scientific Reports, qui est un journal du groupe Nature. Donc Nature, je pense que vous en avez au moins entendu parler un petit peu. C'est le journal qui publie le plus pour Nature, donc il rapporte le plus de fric. Et donc en mars 2021, ils se sont dit, tiens, voilà des chercheurs qui avaient envoyé cet article, ils l'ont publié. Et les chercheurs dans cet article, ils disaient qu'ils voulaient regarder l'effet des trucs comme les confinements, etc., sur le nombre de cas Covid. Donc moi à l'époque déjà j'étais sur Twitter depuis un moment, donc on est en mars 2021, là, il y a déjà des antivax qui me suivaient beaucoup et qui me disaient ah tiens un article qui prouve que les confinements et les mesures du gouvernement ça sert à rien. Moi bon, je suis pas épidémiologiste, je me dis bon c'est quand même bizarre qu'il y ait des articles qui prouvent que ça sert à rien du tout quoi. Si on a une maladie qui se transmet dans l'air, si les gens se rencontrent un peu moins, ça doit avoir un effet, on doit pouvoir mesurer un effet même marginal. Est-ce que ça vaut le coup ou pas, ça c'est une autre question, mais que l'article prouve que ça ne vaut rien, bon c'est bizarre. Du coup j'ai regardé l'article, un article qui a été beaucoup partagé, hein. Vous voyez là c'est les stats à peu près à l'époque où il avait été, où je me suis vraiment intéressé, donc il avait déjà quelque chose comme 20 000 tweets dessus, 17 médias qui l'avaient mentionné, enfin c'est un article qui avait quand même eu une petite influence. Et j'ai regardé l'article et en fait ce qu'il faisait c'était de montrer avec un modèle qu'ils avaient fait, etc. Est-ce que le confinement a un impact sur le nombre de cas Covid. Bon, ça n'a pas été le cas, selon eux il n'y avait pas d'effet. Mais on a fait rétrater l'article parce que les auteurs, eux, cette fois, avaient tout partagé. Ils avaient leur code et leurs données, tout était disponible pour nous. Donc on a fouillé, on a utilisé leur modèle, on a créé un faux pays qu'on a appelé Lockdown Paradise, avec des fausses données. Et on a mis que dès que le confinement commence, bam, le nombre de cas Covid s'écroule, tout marche très bien, ça devrait fonctionner. On envoie ça dans leur modèle, et là leur modèle dit que ça marche pas, le confinement marche pas. On se dit, ah, c'est bizarre quand même. On a créé un jeu de données pour, ça devrait marcher quoi. Ok. Donc on écrit ça aux auteurs, on l'écrit sur papier à l'époque, on l'écrit à l'éditeur de la revue, les auteurs nous répondent finalement via la revue en nous disant ah non mais vous avez utilisé un faux jeu de données, nous avec notre modèle mathématique ça ne marchera pas parce qu'il faut des données réelles. Ok, je ne suis pas mathématicien, ni épidémiologiste encore une fois, mais je me dis bon je ne comprends rien, alors ok je vais leur faire confiance. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris les données du Covid, les vraies avec les vagues de Covid qu'on trouvait, on les a juste décalées dans le temps pour les faire coïncider avec des vraies données sur le début d'un confinement, etc. Et là on s'est dit bah là on a créé un jeu de données réel avec des vraies données, il n'y a rien de synthétique, on devrait trouver un effet quoi. On le met dans leur modèle, ça marche pas. Donc finalement la revue Scientific Reports finit par publier notre réponse. Il y a un mathématicien aux États-Unis qui lui a regardé tout le code qu'avaient fait les auteurs pour leur modèle et qui a dit en fait ça c'est juste la connerie, ils font n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ça se voit. Et donc l'article a fini par être rétracté, ça a pris malheureusement 10 mois qui ont permis au Brésil, d'où venaient les auteurs, d'arrêter toutes les mesures gouvernementales pour le Covid, et ce qui a entraîné quelques morts, on le sait. En plus, ils avaient choisi aussi un autre cheval gagnant, c'était l'hydroxychloroquine de Didier Raoult. Combo fatal. Voilà. Un autre papier intéressant, c'est celui-ci. Alors, pour la petite histoire, le premier auteur, c'est un lycéen. En dernière année, le dernier auteur, c'est un prof d'épidémiologie. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés. Si quelqu'un a l'histoire un jour, je suis curieux de l'entendre. Nous avons publié ce papier où il regardait l'effet du vaccin Covid sur le nombre de cas Covid. Alors, on rappelle, ce n'était pas le but du vaccin au départ de réduire le nombre de cas, c'était de réduire les décès, réduire les cas graves, etc. Mais eux, ils se sont dit, bon, on va regarder si ça a un impact sur le nombre de cas. Après tout, c'est une question intéressante aussi. Bon, donc ils ont fait ça. Article qui a eu un impact dingue pour un papier d'un lycéen, on rappelle quand même, enfin, c'est quand même assez dingue. C'était le 13e article le plus partagé sur les réseaux sociaux et dans les médias de l'histoire. Incroyable. C'est dommage qu'il soit faux. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc on regarde un peu de l'article et là ils ont un truc qui moi en général me fait assez plaisir quand je vois ce genre de phrase là où ils disent on a l'impression qu'il n'y a pas d'effet statistiquement significatif du vaccin sur le nombre de cas Covid. Quand je critique un peu les publications de mes pairs, je me plains souvent qu'ils sont un peu trop catégoriques sur comment ils analysent leurs statistiques. Là où je vois ça, je me dis c'est bien, là ils sont un peu prudents, c'est pas mal. Ouais non en fait c'est pas qu'ils sont prudents, c'est parce qu'ils disent ça parce qu'ils n'ont pas fait le test. Donc ils sont en train de dire il n'y a pas d'effet significatif statistiquement mais ils n'ont pas testé pour eux. Donc on l'a fait pour eux. Évidemment, ça a été publié le 24 décembre 2021. Donc vous doutez bien que quand un article est publié le jour de Noël, ça ne fait pas trop de bruit. Donc ça n'a pas fait de bruit. Mais on avait fait le test pour eux et on a évidemment trouvé que là, on a toutes les valeurs. Je ne sais pas la lecture, mais qu'évidemment, c'était des résultats significatifs et qu'ils s'ils avaient fait le test, ils l'auraient su. Donc on a peut-être retiré l'article, mais la revue nous a dit que non, c'était pas trop la peine parce qu'après tout, ils pouvaient corriger. Ils n'ont pas corrigé non plus. Qui connaît cette personne dans la salle? Encore une fois, j'espère peut-être un peu plus de mains levées pour ça. On a pas mal parlé dans les médias français, on a toujours une main, c'est Elisabeth Pic. 2, voilà, ça vient doucement. 3 aussi peut-être, quand même. Donc Elisabeth Pic, c'est une ancienne postdoc qui était à Stanford, qui a arrêté la recherche pour traquer la fraude. Et en 2020, elle a regardé comme nous tous
tous les papiers d'un certain institut dans une certaine ville de Marseille. Et en se disant, quand même, il y a peut-être des faiblesses méthodologiques derrière. Elle en a parlé très rapidement sur son blog. Et puis elle a continué à regarder un peu, donc je pense que vous voyez de qui je parle. Peut-être maintenant un petit lever de main. Qui connaît cette personne? Ah, quand même. Voilà, la star de la recherche française. Donc bon, elle a regardé ses papiers. Puis elle a regardé un peu plus après, elle a commencé à regarder les problèmes d'éthique dans ses papiers, en disant est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui sont un peu bizarres au niveau de l'éthique, du recrutement des patients, etc. Et donc elle a posté sur Papier, la plateforme que je vous montrais tout à l'heure, sur une 60aine de papiers. Et Papier, quand on poste un commentaire sur un de vos papiers, vous recevez un email en tant qu'auteur. Et donc Didier Raoult, sa réponse, ça n'a pas été de répondre sur le chemin de la science. Il s'est dit, oulala, la science, je vais porter plainte pour harcèlement. Eh oui, parce qu'il a reçu 60 emails quand même, forcément c'est du harcèlement, sachant que des emails automatiques en plus. Donc il a porté plainte contre Elisabeth Bick et Boris Barbour qui avait créé Papier. Bon, en 2025, je vous le dis, la plainte n'a pas marché. Mais bon, à l'époque, on ne savait pas. Donc avec des camarades, on a écrit une lettre ouverte pour soutenir Elisabeth Bick. Lettre qui a bien marché parce qu'on a demandé aux scientifiques de la co-signer s'ils étaient d'accord avec nous. On disait dedans, voilà, on est attaché à la transparence dans la recherche, à la relecture par les pairs post-publication, etc. Si vous êtes d'accord, co-signé en tant que scientifique, on va vérifier que vous êtes scientifique, on va écrire votre adresse mail universitaire, etc. Et puis c'est bon. Et ça a vraiment bien marché, c'est passé dans le Guardian, c'est passé dans Science, c'est passé dans Nature. Donc forcément, à chaque fois, ça ne mettait pas une super lumière sur notre ami Didier Raoult, qui est un petit peu fâché, donc a fait plusieurs vidéos pour en parler, en disant qu'on était par exemple recruté dans des instituts psychiatriques, ou qu'en me nommant, apparemment, j'avais dit que j'allais envoyer une voiture suicide sur son institut. J'ai jamais dit ça, mais lui l'a cru, il l'a dit. Pourquoi pas. Et évidemment, tous les fans de Didier Raoult qui ont beaucoup de temps libre, très peu de temps pris par un travail, visiblement, qui se sont mis à m'envoyer des emails, des textos, des appels. Alors, ils m'ont appelé quand j'étais en Australie, c'est un peu dommage pour eux, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Mais bon, c'est pas trop mon problème. Mais c'était pas spécialement marrant, je finis par s'y habituer, mais au départ, c'est un peu dur. Mais bon, pendant que tout ça se passait, que je recevais ces centaines de mails et que ma fac aussi recevait ces centaines de mails, j'étais très très heureux. On s'est dit, on va continuer à regarder un petit peu le travail qu'a fait Elisabeth Bick sur les problèmes d'éthique dans les articles de l'IHU. Et donc on en a trouvé 456. On reporte dans cet article de recherche-là en 2023, donc bien plus tard. Et donc vous voyez, on a un sous-groupe d'études qui ont un numéro d'éthique qui s'appelle, qui est le 09022. Il est utilisé dans 248 études. Donc vraiment, quand vous faites une étude sur des patients humains, vous devez demander un accord éthique à l'université, ou parfois, c'est le cas de la loi française, même une organisation gouvernementale. Et vous avez un accord avec un numéro pour le retrouver dans la paperasse. Donc 09022, c'est un de ces accords-là. Vous voyez qu'ils ont 248 études avec le même numéro. Alors depuis, ils en ont publié d'autres encore avec. Comme quand on a mis en avant la supercherie, ils ont continué à publier. Ça les inquiète pas trop. Et les études, elles sont vraiment différentes. Vous voyez les prélèvements, là on a prélèvement de sel, prélèvement vaginaux, prélèvement de sang, prélèvement d'urine, prélèvement de salive. On fait ça sur des adultes malades, des adultes sains, des enfants malades, des enfants sains en France, à l'étranger, en France et à l'étranger. Donc à moins que leur demande d'accord éthique, c'était on veut faire des trucs sur des gens partout. Je vois pas comment un numéro d'accord éthique peut couvrir tout ça. Alors dans le papier, évidemment, on a laissé le doute à ça, ils ont fait un mauvais copier-coller 248 fois, c'est possible. Est-ce que c'est probable, ça c'est autre chose. Et en plus, évidemment, oui, ils ont fait comme d'habitude, ils ont publié dans leur propre journal, New Microbes and New Infections, c'est-à-dire le journal de l'IHU Méditerranée, avec contrôle éditorial de l'IHU Méditerranée, donc forcément, ils ne vont pas faire grand-chose pour changer les choses. Alors, finalement, ça a fini par prendre un petit peu l'attention de Science, qui en a fait une histoire complète avec Kathleen O'Grady, qui a fait un article, un reportage complet dessus. Elle a passé 6 mois à travailler sur le sujet IHU de Marseille pour comprendre tout ce qui s'était passé depuis presque le début de la carrière de Didier Raoult. Et elle a mis en avant évidemment le travail d'Elisabeth Bick et le travail de Fabrice Franck, qui était le premier auteur de l'article que je vous ai montré, qui ont tous les deux fait un travail d'analyse complet sur les données qu'on a. C'est grâce à eux qu'on a tout ça, ça ne serait jamais arrivé. Et qui a aussi mis en avant le rôle de Victor Garcia, qu'on voit là. Parce que Victor, qui était journaliste, il avait pris un peu le risque dès le début de croire quand on avait mis l'analyse en ligne, quand on avait fait l'analyse de tous les papiers. Fabrice, en l'occurrence, avait fait beaucoup de l'analyse. Voilà le résultat, et donc il a pris le pari de publier là-dessus à l'époque. Et donc c'est rare que ça mette en avant le travail d'un journaliste, c'était cool qu'il l'ait fait là. Finalement, il y a eu aussi Nature qu'on a parlé cette année, donc là on voit ma tronche là-dessus, c'est cool.
C'est très marrant d'ailleurs, parce que l'article met en avant qu'il y a eu plein de problèmes suite à tout ça, donc de harcèlement, d'insultes, etc. Et les réponses à ça en ligne sous l'article, c'était de dire on n'a jamais insulté ce connard. Bon, c'est quand même assez marrant de trouver le point de l'article directement en réponse à l'article. C'est très très fort. Laissez aux antivax ce soir de nous surprendre, ils sont toujours très très forts là-dessus. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve avec effectivement le fleuron de la recherche française, le professeur Raoult, 14e au classement de Retraction Watch, donc le 14e scientifique le plus rétracté de l'histoire, et le français le plus rétracté de l'histoire pour l'instant. Il faut savoir qu'on a tout mis en avant plus de 650 papiers aujourd'hui, qu'il y en a 250 qui ont eu des expressions of concerns, et que l'Institut de Marseille a déjà 60 papiers rétractés. Ce qui fait qu'augmenter, tous les 2 mois, on a une nouvelle rétractation qui pop pour le professeur Raoult, qui le rend très très heureux. Un truc qui est un petit peu surprenant quand même, c'est que l'IHU de Marseille, c'est pas un truc tout seul comme ça, c'est pas un îlot, malgré ce que peuvent en dire les chercheurs qui travaillent, c'est pas un îlot de la science. Ça fait partie d'une université, ex-Marseille. Et ici, on a un des éditeurs d'un journal, PLOS, qui met en avant qu'ils ont contacté le board éthique d'ex-Marseille pour avoir des réponses par rapport aux documents, etc., pour obtenir des documents. Que la fac, en fait, leur a répondu non, c'est bon, c'est pas la peine, on vous assure que c'était tout à fait éthique et légal, c'est bon. Et PLOS a dit, c'est mignon, mais il faut quand même vérifier. Donc ils ont vérifié et ils se sont rendus compte que c'était pas vrai. Donc on a apparemment une fac en France que ça ne dérange pas de couvrir des études illégales sur l'être humain. Voilà. Je ne vous ai pas dit son nom, je crois que c'était ex-Marseille Université. Au cas où. Donc là, on en a parlé beaucoup avec Elisabeth Pic et d'autres personnes, notamment dans un petit article où on expliquait que la correction de la littérature scientifique, il faut qu'elle se fasse plus vite. Je vous ai montré des cas, l'article des Brésiliens qui a fait qu'on avait plus de confinement, plus de choses comme ça a pris 6 mois pour le faire rétracter, et d'autres ça a pris des mois pour les faire corriger. C'est très problématique, donc maintenant on avait plein de guidelines, etc. Je ne vais pas tout vous lire, c'est très chiant. Mais par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument qu'on voit la correction des articles scientifiques et la rétractation quand c'est nécessaire comme quelque chose de tout à fait normal et banal et qui fait partie du processus scientifique. Parce que tant qu'on le verra comme une exception, ça sera fait que dans les cas de fraude, en fait. Et du coup, personne, en tant qu'éditeur ou maison d'édition, voudra prendre le risque de ruiner une carrière d'un chercheur parce qu'il aura fait une erreur en disant on va rétracter son papier, du coup il va être fini dans le panier de tous les gens qui font de la fraude comme à l'IHU. Voilà. Bon, un petit peu pour vous de tentative de détection de problèmes. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas dans ce tableau? Alors je vous aide sur la colonne des N, parce que sinon il passait 20 ans, et je vais me faire jeter. Ah ouais, j'ai le laser. Donc c'est ces colonnes-là. Est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre? Alors c'est une qualité naze, le PDF n'est pas super bien. Encore une fois, ça va coûter $2000 de publier ça, on n'a même pas un PDF lisible correctement quand on le met en grand, c'est génial. Alors, est-ce que quelqu'un voit quelque chose de problématique? Sauf ceux qui savent déjà la réponse, il y en a dans la salle qui... Ouais, là-haut. Alors ouais, mais ça c'est pas trop grave. C'est pas nécessairement un problème. Bon, je vous aide. Tous les N là, ils sont tous des nombres pairs. Donc là, ils sont en train d'expliquer qu'ils ont ils ont catégorisé les patients selon leur présentation clinique, etc. Il n'y a que des nombres pairs, quoi. La probabilité que ça arrive, elle est faible, très très faible, très 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 faible. En fait, l'article est complètement bidon. Il n'y a jamais eu d'essai clinique, ils ont fait semblant. Je vous le dis, ça a été rétracté. Un autre article, alors je vous montre juste, voilà. Là, je voulais vous montrer directement, sinon on va y passer 100 ans aussi. Il y a ce mot-là, Lyme sickness, la maladie de Lyme. En anglais, ça se dit Lyme disease. Lyme sickness, c'est bizarre de dire ça. Quand on fait de la recherche sur la maladie de Lyme, quand même, on est censé savoir qu'on dit Lyme disease, pas Lyme sickness. Il y a d'autres exemples comme ça, il y en a plein. Par exemple, ici, on a Kin Gadget, parce que c'est ça, et Man-Made Consciousness, alors ça c'est pour Artificial Intelligence. Des expressions un peu bizarres quand même, hein. Là on a aussi Dietary Filament. Et tous ces trucs-là, c'est ce qu'on appelle des phrases perturées. Tortured phrases en anglais. Ça a été trouvé par un chercheur qui s'appelle Guillaume Cabanac, qui est de Toulouse, qui en a fait un détecteur. En fait, le principe est simple quand vous êtes chercheur. Parfois, vous avez besoin de publier un certain nombre d'articles. Il y a des pressions de votre université pour publier un certain nombre d'articles. Et ça donne le fait que, en fait, plutôt que de faire les articles vous-même, vous allez payer une boîte qui les fait pour un paper mill, donc utiliser des papiers. Et eux, évidemment, ils ne vont pas embaucher des chercheurs pour les faire, ça coûterait trop cher. Donc, ils demandent à une main-d'œuvre pas qualifiée d'écrire des articles qui, eux, font des copier-coller d'articles existants. Hop, du coup, ils créent un article de toute pièce comme ça. Et si on envoie ça à une revue, détecteur de plagiat, paf, comme pour les copies d'étudiants, hop là, 0, fail. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent chaque mot par un synonyme.
donc les expressions scientifiques finissent par être, voilà, on a la immune system qui devient invulnerable framework, donc le framework invulnérable, génial. Il y a plein comme ça, donc c'est Guillaume qui a découvert ça. Il en a fait un software complet après que Nature en ait parlé aussi de lui, de ses travaux. Le software est en ligne, le Problematic Paper Screener, avec comment s'en servir aussi. Il y a tout un tas de guides sur comment s'en servir, donc tout le monde peut s'en servir. Et croyez-moi, trouver ces articles frauduleux, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de trouver Invulnerable Framework, et là on voit quel article, c'est vraiment de la connerie. C'est pas trop dur. Et le software détecte pour vous dans les articles, vous avez juste à vérifier en tant que personne que c'est bien dans le papier, c'est facile. Donc si vous avez du temps à perdre et que vous voulez aider les gens qui font ça, faites ça, c'est cool. Et il a trouvé plein d'autres problèmes, Guillaume. Par exemple, il a trouvé des gens qui copiaient-collaient depuis ChatGPT dans leurs articles. Sauf qu'ils copiaient-collaient aussi le Regenerate Response. C'est très con, quand même. Donc il a allé dans Google Scholar, il a mis guillemets, Regenerate Response, et puis bam, il y a 350 articles qui sont arrivés, c'est parce que les mecs avaient copié-collé avec le bouton dedans. Bon, je vous dis quand même, on n'attrape pas le haut du panier avec ça. Hein. C'est pas les meilleurs, quoi. Hein. On va pas se mentir. Hein. Puis on a Elisabeth Bick qui, elle, dont j'en ai parlé tout à l'heure, outre le fait qu'elle a eu un procès contre Raoult, etc., elle trouve les images dupliquées dans les articles de recherche. Vous voyez à l'époque sur Feu Twitter, elle en parlait, elle mettait des exemples comme ça. Donc là, elle montrait que les deux panneaux que vous voyez en bas, là, c'est en fait les mêmes, hein, au pixel près. Il n'y a aucune chance que ce soit le cas en vrai. Donc voilà, c'est clairement un exemple d'article que j'ai trouvé qui est problématique. Et donc après, les gens le mettent en challenge. Hein. Est-ce qu'elle peut trouver des patterns comme ça un peu partout? Et la réponse, c'est oui, elle peut. Elle est très très forte. Elle fait ça à l'œil nu, Elisabeth. Elle le trouve aussi sur le sol de son hôtel. Elle est vraiment intelligente avec ça. Elle fait très très vite. Toi, à l'œil nu, mais évidemment, tout le monde ne le fait pas à l'œil nu. Hein. Il y a par exemple des images dans des articles où moi là, je vois rien déjà. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Aucune idée. Mais bon, il y a des gens qui sont très forts, qui en manipulant le contraste, la lumière, bam, ils trouvent tous ces trucs dupliqués là. C'est assez balèze. Après, on a aussi des fois où là, par exemple, dans un papier de 2023, ils ont utilisé exactement les deux mêmes images que dans un papier de 2013 pour un truc complètement différent et sans citer le papier de 2013. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, on va juste réutiliser les images. Comme ça, pas besoin de faire d'expérience. On va dire qu'on a les résultats et puis bon, quoi. Donc, ça, c'est trouvé avec un software qui s'appelle Image Twin, qui marche plutôt bien. Après, on a d'autres trucs un petit peu bizarres, du genre ça, cet article. Et vous voyez, là, pour une fois, sur papier, il y avait un commentaire positif. Ça, c'est rare. Excellent, very comprehensive overview of the topic, blablabla. Waouh, putain, je me dis, waouh, commentaire positif, c'est tellement rare. Bon, après, on fouille un peu et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'auteurs sur ce papier quand même. Et que la majorité des commentaires, en fait, c'est ça. Donc voilà, là, vous voyez, soumis donc le 26 janvier 2012, accepté le 26 janvier 2012, comment rendre 1200 co-auteurs heureux. Il y a 1200 co-auteurs. On ne sait pas comment ils ont fait pour contribuer à 1200 là-dessus. Alors après, on a d'autres trucs. On voit, par exemple, c'est un article que j'ai ouvert avec plein de références. À la fin, en fait, toutes ces références-là, elles sont mentionnées nulle part dans le texte. C'est juste pour citer les copains, pour augmenter leur indice de citation, et donc qu'ils aient plus de bourses, etc. Alors après, on a des papiers de chimie organique qui nous citent des papiers d'informatique. Ça n'a rien à voir. Mais c'est pareil, c'est cite les copains. Ça a un nom, hein, c'est des mafias de citation. Ça existe pour de vrai. C'est pas très rigolo parce que c'est dur à trouver. Puis après, on avait des gens qui font des revues de la littérature. Et donc là, c'est Raphaël Lévy, qui est un chercheur aussi français, qui avait mis en avant que dans cette revue de la littérature, en fait, sur un sujet, normalement, quand on fait une revue de la littérature sur un sujet, lui, en fait, il a fait une revue de la littérature de son boulot, quoi. Du coup, il a cité ses papiers, 250 de ses papiers tranquilles, puis il s'est dit, quand même, ça fait beaucoup, je vais rajouter 10 papiers de mes postdocs où je suis pas dessus, quoi. Allez, hop, cadeau. Donc c'est pareil, son indice H a été augmenté d'un coup. Et plus récemment, c'est un truc qu'on a trouvé qui est un peu plus pervers, c'est pas les auteurs qui trichent. Cette fois, c'est les revues. Donc, Guillaume avait trouvé un article à l'époque qu'il avait mis sur papier, qui était lu 107 fois et cité 107 fois. Rapport de citation et de lecture 1-1. Super rare dans un journal obscur qui est à peine classé. C'est quand même balèze. Hein, en général, c'est un rapport de 1 à 100 sur mes articles, voire pire. Mais là, 1-1. Ok. Donc moi, je me dis, je vais prendre le titre de l'article, je vais le mettre dans Google Scholar et puis je vais trouver quels articles cite, parce que c'est sûr qu'ils sont frauduleux, quoi, parce que c'est un article frauduleux au départ. Et je vais dans Google Scholar et je trouve pas l'article cité, il n'y a aucune citation pour l'article. En fait, ce qui s'est passé, alors on a une image très très compliquée pour expliquer ce qui s'est passé, mais en gros, quand vous envoyez un article à une revue, il y a des éditeurs qui vont prendre chacune des références de votre article et les ajouter en métadonnées. D'accord? Et là, dans les métadonnées, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient rajouté des références à des papiers qui n'étaient pas du tout dans le PDF des auteurs. C'est les éditeurs du journal qui ont fait ça. C'est un peu plus pervers. Alors, des fois, il y avait des erreurs. On a vu dans le paquet qu'on avait, c'était juste que les références avaient été copiées-collées 2 fois. Ça arrive, 3 fois, 4 fois. Bon, pas trop grave. Les duplications sont retirées, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, on a certains chercheurs qui, eux, avaient bénéficié avec cette petite triche-là de 3103 citations, par exemple. C'est beaucoup, 3103 citations. Il y en a dans leur carrière qui les ont pas. Donc, tranquille.
Donc bon, c'était mon dernier exemple de fraude. Je vais essayer de faire une petite conclusion. Alors désolé, les slides sont en anglais, j'avais oublié de préciser ça, mais de toute façon, je vais parler dessus, donc vraiment ça devrait aller. Avec nos copains, donc certains sont à Toulouse, hein, donc Guillaume Cabanac par exemple, on pense qu'il est important de corriger la littérature scientifique, mais qu'on n'a pas encore ce côté à regarder les erreurs qu'on fait dans le monde académique, malheureusement. La fraude ou les erreurs, malheureusement il y a les deux. Et les erreurs, c'est pas grave, la fraude beaucoup plus. Évidemment, ceux qui le font, ils vont tous vous le dire, ils n'ont jamais de crédit pour ce boulot-là. Les éditeurs, les maisons d'édition, ils ne vous citent même pas quand vous les aidez à faire la traite des papiers. Souvent d'ailleurs, vous comprenez que vous les faites chier, clairement. Parce que vous leur envoyez des mails pour dire j'ai trouvé un problème et ils disent putain, encore lui. Super. En plus, non seulement ils ne font pas leur taf, mais quand vous le faites pour eux, ils arrivent à se plaindre. Super. Mais ils prêtent quand même toujours les 5000 balles. D'ailleurs, Nature, c'est 12 000 balles au passage. Ouais, clairement, ça ne va pas être vos copains. Les éditeurs ne vont pas vous aider, vous leur envoyer des mails, ils vont à peine vous répondre. Et puis après 13 mails, finalement, ils finissent par vous répondre et vous dire oui, mais c'est un peu plus compliqué que ce que tu penses. Bon, voilà. Si vous pensez que c'est important de parler de tout ça, petit plug rapide pour les rencontres de l'esprit critique, c'est à Toulouse. C'est un événement local, donc ça serait bien de venir. C'est en avril tous les ans. Et c'est quelle date cette année? L'année prochaine, Willy? Le 25-26 avril. Donc il y a plein de chercheurs qui sont venus parler de tout ça cette année. Il y avait Guillaume Cabanac par exemple qui était là, et il y avait d'autres. Donc n'hésitez pas à venir et à encourager Willy qui organise ça tous les ans. Voilà, merci pour tout. Est-ce qu'on m'entend parfaitement? On va prendre les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Là, ouais. On va vous faire passer un micro. Là. Alors, une là et monsieur ici. On peut anticiper. Et Clément aussi là. Oui, moi j'avais une question qui se pose sur le poids politique de ces personnes, et notamment le professeur Raoult, parce que, et là c'est une question pour Le Point, comment ça se fait que Le Point avait publié un article du professeur Raoult en 2013 sur la biodynamie? J'ai pas la réponse, moi. J'ai pas la réponse non plus. J'étais encore à la fac. Mais je pense qu'une partie des réponses, c'est que le professeur Raoult a une aura particulière et qu'il arrive à faire publier à peu près tout ce qu'il veut, pas que dans ses journaux, visiblement. Et à avoir des financements et tout le reste pour tout ce qu'il veut, à peu près. Enfin, on va rappeler quand même qu'il est assis sur un empire financier aussi de financement de la recherche. Terrible, hein. Son institut a reçu et reçoit toujours des millions d'euros pour les gâcher dans les études pas éthiques. Après, si on invite Loni Besançon aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être compris certaines choses. Elle n'est pas là, c'est pas la peine de... Il y avait une question ici, on vous passe le micro. Oui, bonjour. Vous avez exprimé que quand vous préveniez les maisons d'édition, Nature, etc., ils ne sont pas très réactifs. Est-ce que vous avez l'intention de créer un indicateur de revue scientifique pour les juger, et comme ça permettra au public de... On y a pensé. Ça fait partie des réflexions. Ouais, on y a pensé, il y a des gens qui sont contre, parce que comme tous les indices, une fois qu'on a des indices, les gens vont essayer, et les revues en particulier vont essayer de jouer avec. C'est pour ça on a inventé le facteur d'impact à l'époque des revues, donc c'était les bibliothécaires qui avaient inventé ça pour savoir à quelle revue s'abonner, parce qu'à l'époque il fallait les recevoir en physique, etc. Donc, voilà. Et là, les revues se sont dit, putain, c'est comme ça qu'on va se faire du fric, et qu'on va tout faire pour augmenter notre facteur d'impact. Ils ont trouvé un truc, c'est très facile. Ils publient 50 millions d'éditoriaux qui citent des articles qu'ils viennent de publier, ça augmente le facteur d'impact de la revue de façon complètement artificielle, et d'un coup, ils se disent, putain, c'est super important. Voilà. Donc, on y a pensé, on a peur que ça finisse encore à nouveau yet another metric that they will game, donc encore une autre métrique avec laquelle ils arriveront à se tricher. Moi, je serais pour le faire quand même, parce que je pense que le name and shame, ça marche bien en général, surtout avec les maisons d'édition. Elles n'aiment pas qu'on salisse leur nom. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça les fatigue un peu. Ils envoient des petits mails pour dire oui, bonjour, ce serait bien d'arrêter de parler de nous quand même. Ce qui, moi, me motive à en parler encore plus. Voilà. Kill the messenger. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question? J'en ai 1000, mais on se voit tout à l'heure, donc je peux, mais il y en a une qui peut-être intéresse le monde, c'est, j'ai vu tout à l'heure dans les articles que tu montrais, sur lesquels il y avait écrit qu'il y avait 10 publications des médias, et puis 40 000 tweets, ou 20 000 tweets. À chaque fois, ce qui m'a frappé, c'était le décalage entre Twitter et Facebook. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait... Alors, c'était Facebook Pages, donc
c'est pas des pages, pas des comptes, c'est ça. Parce que la question que j'allais poser qui en suivait, c'est est-ce que tu penses que Twitter a été une plateforme marquante de la désinformation durant la pandémie Covid plus que Facebook? Moi j'avais l'impression que c'était... c'est kiff-kiff, mais t'as raison, mais en fait, donc l'outil que j'ai montré, c'est Altmetric, c'est un outil qui appartient à Digital Science, qui peut en fait que traquer les pages Facebook publiques. Donc ouais, du coup, tu ne retrouves pas ce que partagent les gens quand c'est sur leur profil, et tu peux avoir que les groupes dont tous les posts sont publics. Donc c'est assez limité, c'est l'API de Facebook qui est désignée comme ça, donc ils n'ont pas de moyen d'avoir plus de trucs. Mais je pense que c'est same pour la désinformation, enfin, l'observation sans ça en tout cas. Mais par contre, c'était cool, en fait, la majorité des articles, quand je me demandais quel article je devais regarder prochain, en fait, c'était cool, c'est que les antivax me l'envoyaient directement sur les réseaux sociaux en disant tiens, encore un article qui prouve que t'as tort, connard. Et à la fois, je disais super, je vais le regarder, et en général, il était nul. Loli, vous savez qu'il y a une tendance moi, chez les jeunes de regarder les vidéos en 1,5x, 1,5 fois. Moi, je vais vous re-regarder en 0,5. Ouais, ça va vite, ça va super vite. J'ai la tête qui tourne. Est-ce qu'il y a d'autres questions au micro? Oui, madame, on va vous passer un micro tout de suite. Merci. Je voulais savoir si au niveau des universités, quand il y a des scientifiques comme ça qui entre guillemets, fraudent, est-ce qu'ils font des sanctions sur leurs scientifiques? Alors, j'ai envie de dire que la meilleure réponse est à l'IHU de Marseille. Non. Voilà, on le voit au quotidien, l'impunité complète. Non, là, en fait, ils ont très peu de raisons de le faire, parce que de punir les scientifiques, c'est d'avouer l'erreur. C'est-à-dire que si le papier se fait rétracter, et c'est souvent le cas, les auteurs vont dire on n'est pas d'accord, l'université va dire on n'est pas d'accord, c'est juste une incompréhension, c'est pas de notre faute, ça n'aurait pas dû être rétracté, pouf, tout le monde s'en sort bien, la réputation de l'université est safe, tout le monde est content. Et ils misent vraiment là-dessus, et d'ailleurs, c'est pas qu'en France, c'est partout, il y avait eu une histoire aussi en Suède, il y en a eu plusieurs ailleurs, aux États-Unis, où il y a des comités disciplinaires qui vont regarder les travaux et qui vont dire ah ben non, en fait, c'était pas vraiment de la fraude, il a juste oublié quelques données. Bon, c'était un hasard que c'était les données qu'il n'arrangeait pas qu'il a oublié, quoi, mais ça arrive, c'est pas arrivé à tout le monde, quoi. Donc non, il y a très très peu de sanctions, sauf quand ça devient des grosses affaires médiatiques, et c'est ce qui s'est passé finalement, malheureusement, dans le cas de l'IHU, en fait. Je pense que si le professeur Raoult avait continué sa carrière sans rien dire, sans s'exprimer sur l'hydroxychloroquine et le Covid, etc., probablement que personne ne se serait intéressé à ces 30 ans d'expérimentation sauvage. On est là. Donc bon, c'est un peu dommage pour lui, mais dès que ça devient très médiatique, en général, il y a un peu plus de pression à mettre sur l'université. L'université pense qu'elle doit répondre. Les maisons d'édition finissent par répondre aussi. C'est pour ça que Retraction Watch, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus et que j'encourage tout le monde à les lire et à les soutenir financièrement si vous pouvez aussi. Ils sont à l'étranger, mais c'est bien les soutenir parce qu'ils arrivent vraiment à mettre la pression sur les éditeurs. Comment est-ce qu'on garde la foi quand vous avez reçu ce tombereau d'insultes, de menaces, de mort? Là, on en rit, et puis le plus gros est passé, mais quand même, c'est une expérience. Ouais, ça change un peu quelqu'un quand même. Au départ, on répond en one-one, parce qu'on se dit qu'on a le temps, puis bon, après ça devient plus gérable. Après, on troll, moi j'aime bien troller, c'est peut-être un truc de ma personnalité, mais c'est toujours marrant de troller un peu les gens qui ont visiblement des petits problèmes de colère. Moi je leur donne toujours rendez-vous, ils me disent ouais, tu verras, quand tu reviens en France, on va te trouver. Moi je leur dis pas de problème, je serai là tel jour, à telle heure, j'ai hâte. Ils sont jamais venus. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on verra. Peut-être qu'un jour, s'il y en a dans la salle, anti-vax. On va dire heureusement. Est-ce qu'on a une question micro encore? Parce qu'on a... Il y en a une dernière sur... Ah bah elle là-bas. Bonjour. J'avais une question, c'est pour le commun des mortels, parce que des fois on s'intéresse à un sujet, on va sur Google Scholar, on regarde quelques articles scientifiques, et du coup ce que vous venez de dire nous donne très peu confiance dans les articles scientifiques. Quels éléments vous nous donneriez pour au moins éliminer les plus faux? Alors, vérifiez la revue si elle est prédatrice. Il y a une liste des revues prédatrices, la BizList, qui est accessible en ligne. Donc, il faut voir si on trouve le nom de la revue qui a publié l'article dans cette liste-là. Si oui, on peut virer déjà. C'est des gens qui ont payé pour être publiés. Il n'y a pas eu de relecture par les pairs. On élimine. Ensuite, regardez s'il y a des commentaires sur PubPeer sur l'article en question. Ça marche plutôt bien en général. On n'a pas le temps de commenter tous les articles. Il y en a plus qui sont publiés qu'est-ce qu'on peut lire même en une vie. Donc, c'est bien vite problématique. C'est quand même un indicateur plutôt fiable. Et malgré tous les problèmes que je viens de présenter, je voudrais quand même rappeler, c'est finir sur une note positive, qu'il y a quand même 90%, 95% de la recherche qui est très bien. On a eu un vaccin Covid très rapidement parce qu'on avait fait de la très bonne recherche avant, on l'a exploité, la recherche de la RNM par exemple. On a fait des progrès technologiques et scientifiques incroyables au quotidien. C'est juste
puisque malheureusement, vu qu'on a un système d'évaluation des scientifiques qui est assez pervers finalement, il y en a beaucoup qui vont prendre des raccourcis. C'est pas toujours de la triche, parfois c'est même inconscient. Mais ça nous fait des résultats un peu biaisés. Il y avait eu en 2008 la crise de la repro en psychologie, où on s'est rendu compte que pas tout était publié parce qu'on voulait publier du positif. Et ça avait fait un gros biais sur ce qui était en fait publié et qu'il y avait plein de trucs qui ne pouvaient jamais être reproduits, malheureusement. Mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très bien. Merci et bravo, Loni Besançon. On se retrouve dans quelques instants pour parler santé mentale, mais qu'est-ce qui cloche dans la tête des mecs? À tout de suite.